téléspectateurs de la chaîne Dédiée Région et bienvenue à cette autre sortie de votre magazine de la santé. C'est parti pour 52 minutes de pur plaisir et de pure connaissance parce qu'il est question pour nous d'apprendre ensemble avec vous. Nous allons donc nous outiller davantage en ce qui concerne la riposte contre certaines maladies qui peuvent nuire à notre bonne santé. Alors, je vous propose de vous installer confortablement. Nous revenons juste derrière cette transition. L'Organisation mondiale de la santé estime à 1,28 milliard de personnes dans le monde âgées de 30 à 79 ans qui sont atteints d'hypertension artérielle. La majeure partie de ces personnes, voire 2 tiers de la population donc mondiale, se retrouvent dans les pays à faible revenu. Donc nous parlons également du Cameroun qui justement est considéré comme un pays à faible revenu. Il y a donc plusieurs personnes qui souffrent de problèmes d'hypertension artérielle. Donc il est important pour nous en cette édition de se pencher là-dessus. Question de vous apporter quelques éclaircies, de vous d'éclairer votre lanterne à la maison sur la riposte qui doit être menée pour dire stop, pour mettre d'eau au sol cette pathologie qui est très sérieuse et dangereuse lorsque l'on se laisse aller. Alors, avec vous, fidèles téléspectateurs, comme à l'accoutumée, nous aurons plusieurs arrêts dans ce programme. Nous allons commencer par justement les informations qui ont marqué la semaine en santé. Bien sûr, nous allons donc revenir avec le focus. Et le focus, cette fois-ci, fait la part belle à la médecine naturelle. Je voudrais dire la médecine traditionnelle, si vous me permettez, qui donc viendra nous apporter son approche à elle pour traiter le problème d'hypertension artérielle. Et par la suite, nous aurons donc un médecin, un docteur cardiologue qui viendra cette fois-ci sur le plateau pour éclairer notre lanterne en ce qui concerne bien sûr la médecine conventionnelle, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire justement lorsqu'on est hyper tendu. Et vers la dernière partie de ce programme, fidèles téléspectateurs, nous allons prendre quelques questions que vous avez posées comme ça. Donc, sentez-vous privilégiés si vous êtes connectés sur Cam10 Télévision. Nous revenons juste après pour poser les jalons, bien sûr, de ce bulletin d'information en matière de santé. Bienvenue une fois de plus, fidèles téléspectateurs, dans le cadre de votre magazine Santé. Nous ouvrons la page Info Santé en parlant des hépatites. Le Centre international de vaccination a donc lancé un mois de campagne de vaccination à coût réduit. Cela se passe justement dans le 10 centres. Les hépatites B, qui sont justement une pathologie qui continue de faire des ravages vu de sa dangerosité et justement de son atteinte qui s'estime justement à 1 à 11,2% au Cameroun. Donc ce tour de vaccination, bien entendu, permettra de constater la maladie et puis de mener une lutte farouche contre cette tueuse. Prenons plutôt ce reportage. Ce geste est répété en boucle par le personnel du Centre international de vaccination depuis ce 1er août, date de début de la campagne de vaccination contre l'hépatite B. Malgré les efforts consentis par le gouvernement pour éradiquer cette pathologie, ça demeure un réel problème de santé publique important pendant cette période de vacances, que les parents surtout fassent dépister les enfants et les fassent vacciner également pour un test plus 3 doses de vaccination, c'est le package dont bénéficie tout volontaire au prix de 15 000 francs au lieu de 25 000 francs CFA. Depuis le début de la campagne, la tendance est bonne. Elle est très grande. Au début, les statistiques évoluaient en dents de scie. Maintenant, avec la médiatisation et le soutien constant des médias à travers la sensibilisation, nous sommes submergés par la demande.
L'objectif de cette campagne s'inscrit dans l'accompagnement des pouvoirs publics à mettre dos au sol cette tueuse. Dans le cadre de l'humanisation des soins de la santé prônée par notre chef de département ministériel, le docteur Manaouda Manachi, il est de tradition pour notre centre d'organiser en période de grandes vacances des campagnes de santé. Cette fois-ci, c'est une campagne de dépistage et de vaccination contre l'hépatite virale B. Rendue à sa troisième phase, cette campagne de vaccination va s'étendre tout le mois d'août. Si un homme en bonne santé est un malade qui s'ignore, se faire vacciner donnera du tonus aux cellules de combattre quand bien même la maladie viendra. Alors, faisons-nous vacciner pour notre protection et celle de nos proches. Les acteurs de la santé mentale étaient réunis à Douala à l'occasion de la toute première édition du Congrès national de la psychologie sous le thème « La psychologie au Cameroun, état des lieux et perspectives ». Initiative de la Société camerounaise de psychologie présidée par le gouverneur de la région du littoral, représentant personnel du ministre de la Santé publique. Revoyons donc les détails de cette cérémonie avec Martin Matip et Sylvain Songo. Salle de réunion du collège Saint-Michel, nimbé des acteurs de la santé mentale pour donner aux citoyens une orientation nouvelle à la conception du vocable psychologie, ses champs d'application et son rôle dans la vie des individus. La psychologie a un objet, la science avec son vocabulaire, ses théories, ses outils d'investigation et ses outils de pratique, dont l'enjeu d'abord c'est de faire connaître la discipline et puis montrer ce que nous faisons. Mais avant, petit détour sur l'état des lieux de cette science du comportement dans les consciences individuelles et collectives depuis son institutionnalisation en tant que discipline universitaire et pratique clinique au Cameroun, avec des résultats qui parlent. Depuis 25 ans, nous sommes à plus de 2000 psychologues formés, à savoir niveau master et doctorat. Et nos produits sont maintenant enseignants dans les universités, avec les départements de psychologie. Nos produits sont dans les entreprises, dans les hôpitaux. D'où la nécessité de son intégration dans les politiques sanitaires publiques dans un environnement bardé en demande, quoique inconsciente. J'ai saisi cette occasion pour féliciter le président de la Société camerounaise de psychologie, d'exhorter de ceux-là que sortent des assises de Douala des résolutions pouvant accompagner les populations camerounaises. 2 jours pour ces acteurs de la santé mentale pour faire le diagnostic de la psychologie dans la société camerounaise à l'effet d'en dégager les perspectives salvatrices. Les Camerounais fréquentent rarement les cabinets dentaires. Pourtant, 98% de la population est atteinte des problèmes paro-dentaux selon l'Organisation mondiale de la santé. Les médecins recommandent une hygiène bucco-dentaire correcte pour venir à bout de ces problèmes. Et justement, en constat et en constante évolution de ce mal en constante évolution dans la société. En cas donc de complications et le traitement, les traitements sont longs et onéreux comme nous l'explique ce spécialiste au micro de Marie-Solange Manga. Les Camerounais ont beaucoup de caries. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 9 Camerounais sur 10 souffrent ou ont souffert de ce mal causé par la consommation de sucre et une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Quand on mange, on ne se brosse pas bien. Il y a les débris qui restent autour de la dent et les bactéries qui sont dans la bouche mangent ces débris et sécrètent l'acide sur la dent et ça rend la dent fragile. C'est pour ça que vous avez remarqué que toutes les dents qui sont cariées, ça se casse, ça devient fragile, ça se casse. Prévenir vaut mieux que guérir. L'expression trouve son sens surtout lorsqu'il s'agit des maladies parodontales telles que la gingivite, le cancer de la cavité buccale et la carie. Tout cela peut être évité. Qu'on doit inculquer ça aux enfants. En fait, c'est le brossage. Le brossage, avec la brosse, il n'a pas de dentifrice. Donc, on doit se brosser chaque jour, matin et soir.
Donc le soir, quand on a déjà fini toutes nos activités, on va déjà se reposer, c'est à ce moment qu'on se bosse. Donc après avoir mangé, pas avant, parce que le but du bossage, c'est d'enlever les débris qui sont restés dans la bouche. Il faut compter en moyenne 10 000 de frais de consultation chez le dentiste et 20 000 francs CFA en clientèle privée pour un traitement qui devient cher payé selon la gravité du cas. Éviter d'arriver au stade où ça prend beaucoup de moyens. Il faut se faire consulter au moins une fois par an. On va payer juste sa consultation. S'il y a un problème, c'est qui est sûr, ça ne serait pas grave. On va gérer ça le plus tôt possible. Mais quand on laisse évoluer, non seulement ça prend, comme je dis, beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Plus de 98% de personnes sont atteintes de caries dentaires, un pourcentage ayant atteint la cote d'alerte. Pour éradiquer cette maladie infectieuse, des gestes plus simples sont à épouser. Se brosser correctement les dents avec un dentifrice de manière systématique, surtout après les repas. Et s'il y avait cette information que nous venons mettre à ce bulletin d'information pour ce magazine de la santé à présent, place au focus derrière cette transition. Nous revenons sur ce plateau donc avec une personne, et bien sûr il est naturopathe et il est venu sur ce plateau également avec cette casquette pour nous parler de l'hypertension artérielle et bien sûr l'apport de la médecine traditionnelle sur cette pathologie. Donc il s'agit de Israël Gimbous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Claudia, bonjour à tous les téléspectateurs de CAM10. Je suis Israël, votre serviteur, un chercheur aussi. Je suis venu pour essayer d'éclairer certaines choses concernant l'hypertension artérielle. D'accord. Un chercheur, naturopathe, il y a beaucoup de casquettes là et on se dit certainement il y aura beaucoup à apprendre aujourd'hui avec vous parlant des hypertensions artérielles. Mais déjà à votre niveau, comment vous définissez l'hypertension artérielle? Merci Claudia. Je vais commencer par la définition, n'est-ce pas, allopathique ou bien conventionnelle, qui est basée sur la prise de la pression sanguine sur les artères, qui se détermine par la diastolique à 140 et le systolique à 90. Bon, c'est dépasser ces références, nous sommes déjà à l'hypertension stade 1. Et après ça, nous avons la pression sanguine qui va à 170, à 159. Là, c'est stade 2 et on a à 109 et à 99 diastolique. C'est toujours le stade 2. Maintenant, nous avons le stade 3 qui commence à 179 et de systolique et diastolique à 109. Alors là, à 99, à 180, je veux dire, et diastolique à 110. Donc là, déjà, nous sommes au stade 3. Ça, c'est la définition basée sur les symptômes. Ça, c'est conventionnel, je dirais allopathique. Mais à notre niveau, nous, les naturopathiques, et particulièrement nous qui sommes dans le domaine de la recherche, nous avons trouvé que c'est très superficiel, cette définition. Nous avons trouvé une définition un peu plus profonde qui est la désautonomie. La désautonomie cardio-sympathique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la désautonomie, c'est la maladie qui atteint le système nerveux sympathique. Autonome, je veux dire. Le système nerveux autonome. Maintenant, je vais expliquer ça pour que les gens comprennent de quoi il s'agit, la désautonomie cardio-sympathique. Nous avons le déroulement, le mécanisme le mécanisme fonctionnel du cœur est comme ceci. Il y a au niveau de haut repos, il y a deux types de récepteurs au niveau du cœur.
au niveau de sinus carotidienne, je veux dire, et au niveau de la crosse au niveau du bas du cœur aortique, la crosse aortique, il y a les récepteurs qu'on appelle les barorécepteurs qui contrôlent la pression sanguine, et qui régulent, qui envoient les signaux au niveau du bulbe rachidien. Alors, quand il y a hausse de la fréquence cardiaque, il y a ce qu'on appelle les signaux qui partent vers le bulbe rachidien et ça libère un neurotransmetteur qu'on appelle l'acétylcholine, Oui. qui vient pour modérer, ça modère le rythme cardiaque. C'est un système, donc le système cardiovasculaire est régulé par deux tiers du système nerveux sympathique, autonome, je veux dire, dont le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Donc, c'est deux systèmes complémentaires mais antagonistes. L'autre est accélérateur et l'autre est modulateur. D'accord. Donc, à partir de là, c'est à partir de là que nous tirons notre définition de l'hypertension artérielle. Et nous donnons ça une désautonomie cardio-sympathique. Parce que l'accélération se fait par le système sympathique, le système nerveux sympathique qui accélère le battement du cœur. Et maintenant, au retour, quand ça atteint le niveau, la barre référentielle, ça sécrète, le système nerveux parasympathique se met en marche pour sécréter l'acétylcholine qui va baisser le rythme cardiaque. Et maintenant, l'hypertension, c'est la sécrétion permanente de la noradrénaline. La noradrénaline qui ne fait que accélérer le rythme cardiaque. Donc là, il n'y a plus la régulation, un désordre s'installe. Et là, on fait face à une hausse de pression artérielle, cardiaque, manifestée par la vitesse un peu élevée du rythme cardiaque qui a pour conséquence la pression élevée aussi sur les artères. D'accord. Merci beaucoup pour cette explication assez détaillée justement de l'hypertension artérielle. À présent, on voudrait savoir quand même ce que prévoit la médecine naturelle lorsqu'on a donc cette accélération au niveau de notre cœur. Voilà, très bien. Pour ce qui concerne la médecine naturelle, elle est peut-être, je pourrais dire ça, sans me vanter ou bien sans nous vanter, ou sans faire une apologie exagérée de la médecine naturelle. Je ne voudrais pas dire que la médecine allopathique ne fait rien, ça fait quelque chose, mais ça se limite, comme son nom l'indique, la médecine allopathique, ça se limite au niveau des symptômes. Nous partons au niveau des causes. Au niveau des causes, parce que nous avons deux types d'hypertension artérielle. Nous avons l'hypertension artérielle essentielle qui n'a pas suffisamment de causes au niveau de la médecine allopathique, mais que nous connaissons la cause de l'hypertension essentielle. Et maintenant, l'hypertension secondaire qui est la conséquence de mauvais fonctionnement de certains organes tels que les reins et l'hypophyse et autres. Bon, maintenant, à notre niveau, nous avons un pléthore de solutions. D'abord, nous voulons dire, sans toutefois dénigrer la médecine allopathique, ça je réitère, je ne la dénigre pas, mais je la trouve très limitée parce qu'elle s'appuie sur les symptômes. Et les symptômes, si on ne trouve pas la source des symptômes, les symptômes, même si on les fait taire, ils vont ressurgir. Donc, la cause est
d'une manière ou d'une autre génétique. Parce qu'on a dit non, les causes génétiques ne sont à faible domaine. Nous, en tant que naturopathes et chercheurs, nous avons trouvé que les causes sont génétiques. Pourquoi? Parce que le cœur est l'organe le plus ancien. C'est le premier organe qui se forme dans le cœur, dans le corps de l'homme, dans l'embryon. C'est le cœur et non le cerveau. Le cœur a un réseau neuronal qui est propre et qui est presque autonome. Donc, on peut assister ici à deux systèmes nerveux autonomes. Et le système nerveux autonome qu'on connaît, qui a trois parties, le système nerveux autonome sympathique, parasympathique et entérique. Maintenant, le système nerveux autonome cardiaque est mal connu de beaucoup de personnes. Mais nous, quand nous étudions, nous trouvons que le corps a les neurones, près de 4000 ou 4000 neurones qui sont essentiellement consacrés à son travail et à la modulation de sa fréquence cardiaque et de son battement et tout ça. Maintenant, quand il y a un désordre, on ne trouve pas réellement là où se trouve le désordre. Est-ce que c'est le cœur qui envoie mal le signal au niveau du bulbe rachidien ou bien c'est le bulbe rachidien qui a du mal à sécréter les modulateurs, les neurorécepteurs, les neurotransmetteurs pour réguler le cœur. C'est là où se trouve la difficulté de la médecine allopathique. Pour nous, on trouve que si on remet d'une manière générale l'état normal du corps en l'amenant à régénérer, on va régénérer et le muscle cardiaque qui peut être dégradé par... nous avons vu l'implication du gène MLITIP qui code une protéine, la myoglobuline, qui détruit tous les muscles et particulièrement le muscle cardiaque par abdomyolyse. D'accord. Bon, donc, à ce niveau, nous pensons que nous pouvons agir dans le naturel. Et dans le naturel, nous avons beaucoup de choses. Nous avons ce qu'on appelle, le traitement par hydrothérapie, le traitement par... mais particulièrement, je voudrais accentuer mon débat ou bien ma déclaration sur ce qu'on appelle le gène. Parce que le gène est un moyen très très simple, quoique ça paraît compliqué pour certaines personnes et c'est contre-indiqué pour certains cas, mais le gène est le moyen le plus sûr et le moins coûteux pour régler le problème de l'hypertension. Pourquoi? Parce que ça détoxine, ça détoxine le corps, ça régénère le corps et ça empêche la mutation génétique. Ça règle la mutation génétique par la production des sirtuines. Donc, il y a certaines protéines qui sont produites pour régler la division cellulaire. D'accord. Est-ce que ces produits que vous venez de citer là permettent également de faire baisser la tension au moment où on a une hypertension? Bien sûr, nous avons ce qu'on appelle l'acupression qui a certains points sur le corps qu'on peut masser d'une manière, comme par exemple, je vais prendre la main gauche, par exemple, parce que c'est le ventricule gauche qui pompe le cœur, qui pompe le sang, je veux dire. Il y a ici au niveau de l'auriculaire, au niveau du poignet, voici le point qu'il faut masser. Je montre, les gens peuvent voir au niveau du bas de l'auriculaire, au niveau du poignet, voici le point d'acupression qui fait baisser la tension. Et ça se trouve aussi sur l'autre niveau du pouce, bas du pouce aussi. Donc les deux points, lorsqu'une personne a une hausse une anti-HTA, donc l'hypertension artérielle, il peut donc appuyer sur les deux points sans prendre une molécule. Nous avons aussi le milieu du bas de la plante du pied qui peut aussi être stimulé pendant un temps pour baisser la tension. Ça, c'est ce qu'on appelle l'acupression, le traitement par l'acupression. Nous avons l'hydrothérapie. Notre corps est vraiment formé de plus de 85% de l'eau. Et la consommation d'eau
vraiment, je ne voudrais pas détailler parce que ça va nous prendre beaucoup de temps. Oui. Mais la consommation d'eau à un rythme de 2,5 litres à 3 litres par jour, Interviennent également pour faire baisser la pression. ça baisse la pression. Parce que ça rend, ça rend le sang un peu très liquide et ça permet à ce que Assez la fluidité, pression, oui. assez fluide, la pression baisse. Il y a ce qu'on appelle, nous avons l'activité physique. L'activité physique coordonnée. Et il faudrait qu'on amène les gens à comprendre quelle activité physique on doit faire pour... Il y a donc maintenant ce qu'on appelle la nutrition, qui est encore très vaste. Qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger, et tout, et tout. Donc, à ce niveau, nous pouvons, d'une manière très sûre, remédier ou bien régénérer la fonctionnalité du cœur dans ses débuts. D'accord. Il y a quand même certaines choses qui sont souvent évoquées et dont plusieurs naturopathes ont eu à parler. On parle parfois de faire bouillir les feuilles de corosol, on parle parfois du citron et qui doit être également, bon, on va dire sucé, on doit sucer le citron et autres qui peuvent faire baisser la tension. Est-ce que vous validez? Ah, là, il y a un problème. Il y a un problème parce que ça dépend de quelle hypertension, les origines de l'hypertension et les stades d'hypertension. Parce que lorsque l'hypertension dépasse déjà 180 mm de mercure, on sous-entend que les causes peuvent être rénales. Donc ça peut être un dysfonctionnement rénal. Et à ce niveau, il y a certaines molécules qu'on ne doit pas consommer lorsqu'on a un problème rénal qui est à la base de l'hypertension. Parce que je ne peux pas valider ça d'une manière globale. C'est possible pour certains cas. Et il faut savoir on est face à quelle étape de l'hypertension et à quel type d'hypertension. Il y a l'hypertension, je l'ai mentionné, essentielle. Il y a l'hypertension qui est secondaire, qui peut être le dysfonctionnement des reins, particulièrement, ou bien un dysfonctionnement génétique. Donc là maintenant, si on met certaines substances et que c'est le gène, par exemple, de MLIP qui est à la base du dysfonctionnement du muscle cardiaque, ça ne va pas tenir. Donc, je vais dire ici, on va tenir compte de quel type d'hypertension et à quel stade ça se trouve. D'accord. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses peut-être à dire dans ce domaine, mais quand même, hein, il y a un véritable problème quand même avec les dosages. Et c'est toujours ce qui a fait en sorte que les médecins, je vais dire tous ceux-là qui font la médecine moderne, ont pointé du doigt et ont un regard négatif quant à la médecine traditionnelle parce que les dosages parfois ne sont pas respectés. Et en matière d'hypertension artérielle, alors des problèmes cardiaques, lorsque le patient vient à l'hôpital, on se rend compte qu'il a déjà tellement ingurgité des potions qui ont compliqué la situation. Que faire véritablement des dosages? Est-ce que lorsque vous donnez des breuvages à vos patients, est-ce que vous vérifiez, vous êtes sûr des dosages? Merci. Nous tirons, je dis à la base de la médecine, c'est la nature. La nature qui est vraiment à la base de la médecine. C'est vrai qu'il y a d'autres, nous, dans notre domaine, nous faisons parfois notre travail mal. On se met à donner n'importe quoi sans tenir compte du grammage, du dosage. Mais chaque produit doit avoir un dosage. Chaque produit qu'on donne, qu'on met dans le corps doit avoir un dosage. C'est ce que nous faisons. Nous savons que tel produit, telle plante à telle substance, et telle substance, voici sa dose maximale, voici sa dose minimale pour la dose journalière minimale. Donc, je pense que nous tirons vers la modernisation de la médecine naturelle qui n'est plus comme ça qu'on dit que la plante n'est pas toxique. Non, les plantes sont toxiques à une dose très élevée. Ou même les exercices physiques, là, exagérément, ça devient un problème dans le corps. Donc, vraiment, je pense que dans notre niveau, nous ne travaillons pas de cette manière. Nous travaillons
de manière à contrôler le dosage des substances que nous mettons à la disposition de nos patients. D'accord, vous faites quand même souvent recours à la médecine moderne, du genre s'il faut faire des examens bien avant d'administrer un médicament? Oui, bien sûr. Ça, c'est les examens. Par exemple, dans le cas de l'hypertension artérielle, on peut faire un examen de pouls. Vous envoyez le patient à l'hôpital ou alors je peux envoyer le patient à l'hôpital ou je peux moi-même tester les pouls ici au niveau, du bas du pouce. Je mets mes 3 doigts là et je vais sentir sur 15 secondes, je vais calculer le nombre multiplié par 4, le nombre de battements multiplié par 4. Ça va me donner le nombre par minute et je vais voir si ça dépasse déjà 80, si ça dépasse 140. Je peux contrôler. Mais le plus souvent, ce qui est plus fiable, on appelle l'oxymètre. L'oxymètre qui mesure les pouls cardiaques pour être sûr que c'est vraiment au-dessus de... D'accord. On va sortir au finish. En dernier ressort, qu'est-ce qu'il y a lieu de dire quand même aux patients qui voudraient suivre un traitement par la médecine traditionnelle? Je voudrais leur dire, la médecine traditionnelle, à la base de toute médecine qu'on appelle même allopathique ou bien conventionnelle, c'est la médecine traditionnelle, la médecine naturelle qui est la première médecine. Oui. Et la première médecine, mais il faudrait qu'on ait des connaissances pour pouvoir vraiment l'exercer. Et vraiment, avant de prendre, de choisir la médecine allopathique va les accompagner pour éliminer les symptômes, mais la médecine naturelle va les amener à éradiquer les causes des symptômes. Donc, la médecine naturelle est plus sûre que la médecine allopathique. Mais dans un premier temps, dans une crise, dans un cas d'urgence, on utilise la médecine allopathique pour éliminer certains symptômes qui sont parfois gênants, parfois ça évanouissant et tout ça. Donc, on peut éliminer ça pour prendre maintenant la médecine alternative, qu'on appelle la médecine alternative, pour éradiquer totalement le mal qui est à la base. D'accord. Merci Israël Gimbous d'être passé sur ce plateau. Merci pour vos éclaircies quant à la question de l'hypertension artérielle. Merci. D'accord, on vous retrouve très bientôt. À présent, nous allons faire un zoom avec le médecin pour écouter justement de ce cardiologue qui a bien voulu faire le déplacement pour nous avertir, pour nous instruire, pour nous permettre également de cerner beaucoup de choses, ce qu'il y a lieu de faire lorsqu'on souffre d'une hypertension artérielle. Prenons cette transition et nous revenons. De retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs, je vous le disais, un cardiologue également, il s'agit du docteur Aboubakar Diallo, qui a bien voulu se prêter également au jeu pour éclairer votre lanterne à la maison et nous parler davantage d'hypertension artérielle. Bienvenue sur ce plateau et bonjour. Bonjour madame, merci. D'accord, puisque vous êtes là et que vous êtes cardiologue, la personne la mieux placée, la voix la plus autorisée justement pour nous expliquer ce phénomène et tout simplement tout ce qui se passe au niveau de notre cœur, tout ce qui peut causer justement l'hypertension artérielle. Donc la première question qui est incontournable, c'est quoi déjà l'hypertension artérielle? Merci. L'hypertension artérielle est définie comme une élévation de la pression artérielle. Quand nous parlons d'hypertension artérielle, premièrement, il faut savoir que la pression artérielle, c'est la pression que le sang exerce sur la paroi des vaisseaux artériels dans l'organisme. Donc, lorsque nous parlons d'hypertension artérielle, c'est lorsque l'élévation de cette pression artérielle dépasse un certain seuil. Il faut savoir que la pression artérielle se présente avec deux nombres, c'est-à-dire il y a la pression artérielle systolique et la pression artérielle diastolique. Lorsque un des deux est élevé, c'est-à-dire au-dessus de la valeur normale, elle est considérée comme une hypertension artérielle. D'accord. Et quelle est la valeur normale de l'hypertension? Quelle est la valeur normale?
Selon les études, Oui. on va dire les sociétés savantes qui ont fixé nous nous attachons à la Société européenne de cardiologie, la pression artérielle systolique supérieure ou égale à 140 mm de mercure et ou la pression artérielle diastolique supérieure à 90, autant pour moi, 90 mm de mercure est considérée comme une hypertension artérielle. Si un des deux est au-delà du seuil, nous parlons déjà d'hypertension artérielle. D'accord. Merci. La précision en valait la peine pour que les uns et les autres puissent se situer. Mais déjà, il y a plusieurs types d'hypertension artérielle. Est-ce que cela varie également de l'élévation du seuil atteint par cette élévation de la tension artérielle? Oui, effectivement, nous avons, je vais définir selon deux classifications. Déjà, la première, nous parlons d'hypertension artérielle essentielle ou primaire ou d'hypertension artérielle secondaire. L'hypertension artérielle essentielle est représentée dans 90% de la population. On va dire 90% d'hypertension artérielle est une hypertension artérielle secondaire et environ 10%, c'est la moyenne, 10% d'hypertension artérielle est considérée comme une hypertension artérielle secondaire. Secondaire dans le sens qu'il y a des anomalies et des pathologies qui sont responsables de cette élévation de la pression artérielle. D'accord. Maintenant, il y a la classification de la gravité. L'hypertension artérielle est classée en grade 1, grade 2 et grade 3. Là, nous prenons la classification selon l'OMS. L'hypertension artérielle, grade 1, c'est lorsque les pressions artérielles systoliques et diastoliques sont dans une fourchette. Déjà, pour la pression artérielle systolique, grade 1, nous parlons d'une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 140 mm de mercure et strictement inférieure à 160, c'est-à-dire à 159 mm de mercure. Pour la pression artérielle diastolique, nous parlons d'une fourchette de 90 mm de mercure à 99 mm de mercure. D'accord. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chiffres là, un tout petit peu. Et je peux imaginer certains téléspectateurs qui sont bon, je suis un peu perdu là, c'est quoi. Mais dans tous les cas, on voudrait quand même savoir quels sont les facteurs de risque et les personnes justement à risque. Parce que lorsqu'on a posé le diagnostic, on a une hypertension artérielle, on peut quand même savoir ce qui est là comme les causes sous-jacentes de cette pathologie. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, l'hypertension artérielle en elle-même est considérée comme un facteur de risque cardiovasculaire. D'accord. C'est-à-dire c'est une pathologie qui est responsable de la détérioration du système cardiovasculaire, c'est-à-dire du cœur et des vaisseaux. Comme facteur de risque, généralement, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'hypertension artérielle essentielle n'a pas une cause évidente déterminée. Mais nous considérons des facteurs environnementaux, des facteurs génétiques qui peuvent être responsables, c'est-à-dire contribuer à l'élévation de la pression artérielle. Étant donné qu'il n'y a pas une cause évidente, claire, définie, elle est classée dans une hypertension artérielle essentielle et tous les facteurs de risque environnementaux que nous recherchons et que nous soulignons, en fait, nous conseillons aux patients déjà d'éviter, c'est les mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire une consommation excessive en sel, une sédentarité, on va dire, des facteurs génétiques également. Les parents qui sont hypertendus, diabétiques, est considéré comme un facteur de risque d'une personne de présenter une hypertension artérielle. Le stress également? Oui, le stress, et effectivement dans les dernières recommandations, le stress est également considéré, l'anxiété peut être considérée comme un facteur de risque, c'est-à-dire vivre dans un milieu angoissant, stressant et tout, également un facteur de risque. D'accord, on comprend donc que les personnes à risque sont des personnes qui ont déjà des antécédents dans la famille? Oui, les personnes à risque sont déjà des personnes qui ont des antécédents familiaux. D'accord. Et maintenant, comment cela se manifeste dans notre organisme? Si on a peut-être des prédispositions ou alors il y a des facteurs environnementaux qui interviennent maintenant et qui viennent tout bouleverser dans notre système cardiovasculaire, comment on va donc réagir? Effectivement, l'élévation de la pression artérielle, tout à l'heure, quand je le classais selon la gravité, une hypertension artérielle grade 1, vous pouvez rien ressentir. C'est-à-dire, vous n'avez pas vraiment de signes. C'est pour ça, si vous écoutez bien, l'hypertension artérielle, le dépistage se fait toujours par des campagnes.
C'est-à-dire, vous ne pouvez pas le ressentir quand vous avez une hypertension artérielle grade 1, grade 2, parfois vous ne pouvez pas le ressentir. Vous pouvez même être en grade 3, très élevé, vous ne pouvez pas le ressentir. Mais il y a des manifestations. Lorsque la pression s'élève trop, il y a certaines personnes qui peuvent ressentir déjà des maux de tête, que nous appelons céphalées, langage médical, des maux de tête, des vertiges, une fatigue. Ces maux de tête sont principalement logés où? Parce qu'on sait parfois que lorsqu'on a mal un côté du visage, on peut dire que c'est le mal de nerfs. Lorsqu'on a mal au niveau du front, on va se dire, bon, c'est certainement du stress, on a besoin de boire un tout petit peu d'eau. Le mal est généralisé? Le mal est généralisé, il n'y a pas une spécification claire et nette pour dire si vous avez mal d'un seul côté de la tête, c'est forcément une élévation de la pression artérielle, si vous avez mal au front et tout. Mais déjà, si vous avez des maux de tête, ce sont des signes d'alerte. Déjà, vous pouvez, première intention déjà de rechercher, de contrôler, parce que le contrôle de la pression artérielle doit rentrer dans une surveillance régulière et constante de toute personne âgée de plus de 40 ans. Systématique. Déjà, on recommande déjà à partir de 30 ans de commencer à contrôler sa pression artérielle régulièrement. D'accord. Mais déjà, c'est vrai que ça va simplement se greffer un tout petit peu à la précédente question, mais quels sont les organes qui sont principalement en alerte, qui sont touchés lorsque on a une hypertension artérielle? Oui, effectivement. Déjà, comme je l'ai dit plus tôt, la pression artérielle, c'est au niveau des artères. Oui. Oui, les organes, comme on dit, les organes cibles retrouvés, c'est déjà le cerveau. Lorsqu'il y a une élévation de la pression artérielle, les vaisseaux sanguins artériels du cerveau sont plus à risque. C'est-à-dire c'est un organe, lorsqu'il y a une atteinte au niveau vasculaire cérébral, c'est un organe cible, un organe à risque. Il y a les yeux également. Il y a le cœur, qui est un organe cible. Il y a les reins. Il y a les membres inférieurs, les artères des membres inférieurs également. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, oui, également. D'accord. On comprend qu'il y a quand même un parterre d'organes qui donc est touché, est mis en alerte lorsqu'on souffre d'hypertension artérielle. Donc d'où la gravité. C'est quand même une maladie grave. Oui, lorsqu'on doit s'inquiéter lorsqu'on a l'hypertension artérielle. Oui, c'est une maladie grave. Dans ce sens où lorsque vous avez déjà des complications, ces complications sont généralement irréversibles. Mais sans complications, quand même, on peut encore blaguer, on peut se dire, c'est pas grave, c'est là. Déjà, je dirais qu'il ne faut pas blaguer. Parce que la médecine, en principe, c'est la prévention. Comme je dis toujours, comme nos enseignants nous ont toujours dit, et je me rappelle toujours, un médecin, c'est la prévention. Donc, c'est toujours de prévenir. Oui. Prevention is better than cure. On le dit généralement, la prévention vaut mieux que se faire soigner, que la cure. Lorsqu'on est déjà malade, il y a des douleurs par lesquelles on va passer, qu'on aurait pu éviter. Mais on va peut-être revenir avec votre consentement, parce que tout à l'heure, on évoquait beaucoup de chiffres et ça semblait un tout petit peu plein dans la tête des uns et des autres. Est-ce qu'on peut connaître quand même la tension artérielle normale selon le type d'âge? De telle enseigne que pour le téléspectateur qui nous écoute, il peut reconnaître que je suis dans telle tranche. Donc voilà la tension qui doit être normale pour moi chaque fois que je vais prendre ma tension artérielle. Oui, en fait, c'est vrai que chez les enfants, c'est généralement chez les enfants qu'il y a des tranches d'âge avec des valeurs qui sont définies suivant des tranches d'âge. Mais la pression artérielle dont j'ai défini tout à l'heure, l'élévation de la pression artérielle, c'est chez l'adulte. Je n'ai pas fait la précision, mais c'est chez l'adulte. Donc, chez un enfant, on ne peut pas avoir une élévation de la pression artérielle? Chez un enfant, on peut avoir une élévation de la pression artérielle, mais la définition se base sur des tranches d'âge. C'est en fonction de la tranche d'âge qu'il y a des seuils qui sont définis. Oui. Maintenant, je ne veux pas en fait, présenter et préciser, c'est mieux déjà de savoir que si on soupçonne dès le départ, il y a des orientations. Généralement, chez les enfants, c'est surtout des hypertensions artérielles secondaires. Oui. Ça veut dire qu'il y a une cause qui peut être recherchée et corrigée. Contrairement à l'adulte, où c'est beaucoup plus essentiel. D'accord. Peut-être cette question nous permettra un tout petit peu de déterminer davantage si on a une hypertension artérielle, puisque ce n'est pas vous avez dit c'est comme un facteur de risque, c'est déjà même un facteur de risque en soi. Donc, savoir comment ça se manifeste. Vous avez dit il y a les maux de tête. Mais
bon, vous savez, vous êtes vous convenez avec moi qu'il y a beaucoup de maladies, de pathologies qui commencent justement par un mal de tête et ce sera difficile de déterminer en ce moment-là que ce mal de tête peut-être vient du fait que ma pression est élevée, ma pression artérielle est élevée. Mais en ce moment-là, comment on se sent? Une personne qui est hyper tendue, une personne qui justement a ses premiers symptômes. Est-ce qu'il y a une irritabilité peut-être qui survient? Est-ce qu'il y a peut-être des doigts qui deviennent froids? Est-ce que, en fait, comment justement de manière concrète savoir que là, je dois faire attention maintenant, la pression artérielle est élevée? Effectivement, je dirais une seule phrase. Oui. Une seule phrase. Vous êtes âgé de plus de 30 ans, Oui. 40 ans. Contrôlez régulièrement votre pression artérielle. N'attendez pas à ressentir des maux de tête, des vertiges, des maux de tête, des céphalées, des vertiges, une fatigue, des palpitations pour vous dire attention, est-ce que ma pression artérielle est élevée, oui ou non? Non. Ça veut dire que lorsqu'on a les palpitations quand même, ça veut dire ça peut présager cela? Les palpitations, ce sont des manifestations cardiaques qui peuvent présager surtout le retentissement, c'est-à-dire déjà des signes de retentissement de l'hypertension artérielle au niveau cardiaque. D'accord. Même les maux de tête, une vision floue et tout, il y a ce qu'on appelle des bourdonnements d'oreilles. Oui, le bourdonnement. Oui, ce sont des signes d'alerte pour dire que la pression artérielle est très élevée au point où votre organisme n'arrive pas à moduler, à réguler. Non, n'arrive pas à accepter, c'est-à-dire se manifeste déjà. C'est-à-dire ce sont des manifestations de la pression artérielle élevée. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez avoir une pression artérielle élevée à grade 1, grade 2, c'est-à-dire à 160, 160 sur 100 mm de mercure. Vous ne ressentirez rien. La preuve, simple exemple. Tout malade, adulte qui arrive à l'hôpital, on prend toujours ces paramètres. Même si c'est juste pour des maux de tête, pour une urinorée, pour une grippe, on va toujours prendre la pression artérielle. Oui, c'est essentiel. Dans tous les cas, mais si on ne se rend pas à l'hôpital et qu'on a la maison, on voudrait peut-être calculer, là, on voudrait savoir si notre pression artérielle a augmenté. Y a-t-il quand même des voies et moyens? Parce que, permettez-moi, on a quand même été curieux et puis on se dit parfois, on met les doigts là, on essaye de calculer le nombre de battements par seconde. Et, en fait, quel est le moyen le plus sûr? S'il y en a, bien sûr. Le moyen le plus sûr, c'est de se rendre dans une structure, pour aller dans une pharmacie, parce qu'ils le font, dans une structure sanitaire, juste demander que vous aimeriez contrôler votre pression artérielle. Pas forcément parce que vous ressentirez quelque chose. Ils vont vous mettre au repos, parce que la pression artérielle doit être prise au repos. On va vous mettre au repos, on va vous demander de vous asseoir, de vous détendre, d'éviter de penser avec des soucis personnels. N'allez pas le prendre quand vous êtes pressé, vous voulez vous rendre au travail ou vous voulez voyager et vous voulez vous assurer avant d'aller prendre la voiture que votre pression artérielle est correcte. D'accord. Mais là, quand même, il y a des coûts, il y a de l'argent qu'il faut débourser. C'est combien, si on peut... Pour que les uns et les autres, vous savez, on préfère aller sur ce terrain parce que les téléspectateurs, là, ils aiment toujours le moyen le plus facile, le plus rapide et qui ne va pas nous coûter. Vous comprenez bien que parfois, pour les Camerounais, encore aller à l'hôpital à tout bout de champ, c'est difficile. Donc, lorsqu'on va aller dans une pharmacie, on va nous demander combien pour avoir sa pression artérielle ou alors là au centre de santé à côté. Il faut savoir qu'il n'y a pas une codification, c'est-à-dire pour dire clairement que quand vous vous rendez à l'hôpital pour contrôler votre pression artérielle, vous devez débourser une certaine somme. Et peut-être j'aurais dû ajouter, il y a des appareils électroniques. Justement, il y a des appareils électroniques qui sont codifiés pour la prise de pression, la pression artérielle. Vous pouvez vous octroyer un appareil comme ça. Si vous savez peut-être à partir de l'âge de 40 ans, dans votre famille, vous pouvez aller acheter un appareil. On parle parfois aussi du téléphone. Il y a le téléphone, il y a une application qui relie, il y a même les montres. Oui, effectivement, ce sont des appareils électroniques. Mais tant que ces appareils n'ont pas reçu une codification, parce que vous savez, la médecine, c'est la recherche. Prendre une pression artérielle, même avec les appareils électroniques, ils sont validés. Vous pouvez prendre et ne pas bien le prendre. Oui, c'est bon.
D'accord. Merci docteur pour ces éclaircies. On est quand même en train d'apprendre beaucoup et j'espère que vous, à la maison également, vous apprenez. Peut-être, j'aurais voulu demander à quel moment prendre de la tension artérielle, mais vous avez quand même dit qu'il faut être au repos. Il faut être suffisamment au repos, ne penser à rien avant de prendre sa tension artérielle. Mais maintenant, quand l'hypertension est persistante, quelles sont les complications? On voudrait connaître les complications lorsqu'on n'a pas rapidement fait cet examen et on n'a pas rapidement pris nos paramètres. Oui, les complications, comme nous l'avons dit au début, les organes cibles, c'est-à-dire le cerveau, le cœur, les reins, les membres inférieurs. Il y a l'accident vasculaire cérébral. Je pense que beaucoup de personnes ont déjà une idée de ce que c'est qu'un accident vasculaire cérébral, qui va se présenter par un déficit, c'est-à-dire une perte de la motricité tout d'un côté d'un organe, du langage et tout. Ça, ce sont des complications. Vous pouvez avoir l'insuffisance cardiaque qui va se manifester par un essoufflement au moindre effort. Ça peut commencer par un effort un peu plus intense que d'habitude et qui va évoluer progressivement. L'essoufflement va évoluer progressivement au repos. Vous allez vous rendre quand même au repos, assis, vous êtes essoufflé, vous aurez des œdèmes des membres inférieurs, c'est-à-dire une tuméfaction bilatérale des deux membres inférieurs. Et tout ça, ce sont des complications cardiaques. Vous pouvez avoir des palpitations, ce sont des troubles du rythme, en fait, des palpitations et tout, des battements irréguliers, qu'on appelle l'arythmie, la fibrillation auriculaire également. Mais ça, ce sont des termes un peu plus scientifiques. Mais généralement, je préfère m'attarder sur les signes, c'est-à-dire des palpitations, l'essoufflement pour le cœur. Vous pouvez avoir une insuffisance rénale qui va se manifester au stade avancé, c'est-à-dire la quantité d'urine, vous urinez de moins en moins, tout le corps commence à gonfler, à enfler le visage et tout. Vous pouvez avoir une artéropathie des membres inférieurs, une artéropathie oblitérante des membres inférieurs. Oui. Lorsque vous avez également d'autres facteurs de risque associés à l'hypertension artérielle. Justement, et qu'est-ce qui aggrave donc les symptômes à ce moment-là? Ce qui aggrave les symptômes, c'est la persistance de la pression artérielle élevée. Ok. D'accord. Merci docteur. On avance comme ça vers la fin de ce programme. Question pour nous de savoir, parce que c'est incontournable, hein, si la pression est élevée, il faudrait bien baisser cette pression. Et comment faire? Quelles sont les voies et moyens pour rapidement baisser cette tension? Oui. Pour rapidement baisser cette tension, déjà, premièrement, il faut consulter. Il faut aller rencontrer un médecin. Ça, c'est tout à fait la première des choses. Si vous vous rendez compte que vous avez contrôlé votre pression artérielle dans une pharmacie, dans un centre sanitaire, et que la pression artérielle est élevée, consultez un médecin. Deuxièmement, il y a des mesures gynédiététiques dans la prise en charge. Si l'hypertension artérielle est confirmée, il y a une mesure gynédiététique qui doivent toujours être mises en place dès le départ, c'est-à-dire une réduction de la consommation en aliments salés, une activité physique régulière qui est définie par au moins 30 minutes, 3 fois par semaine, et espacée, c'est-à-dire pas lundi, mardi, mercredi ou vendredi, samedi, dimanche. Pour qu'elle soit régulière, l'idéal c'est de l'espacer, c'est-à-dire lundi, mercredi, samedi. Il y a également le contrôle des autres facteurs de risque, c'est-à-dire il y a des autres facteurs de risque cardiovasculaires que nous n'avons pas évoqués. L'obésité, c'est un facteur de risque cardiovasculaire, le tabagisme, c'est un facteur de risque cardiovasculaire, l'alcoolisme, l'alcool, la consommation d'alcool, c'est un facteur de risque cardiovasculaire également. Et le diabète. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais le diabète également, c'est-à-dire le contrôle de la glycémie. C'est-à-dire dès que vous êtes hypertendu ou dès que vous allez contrôler, ne vous limitez pas à contrôler votre pression artérielle. Contrôlez également la glycémie, contrôlez également le poids. Assurez-vous que vous avez un poids par rapport à votre taille qui est dans les limites. Et tout. Et ne vous limitez pas seulement au poids, même au périmètre abdominal, parce que le poids, généralement, chez certaines personnes, commence par une augmentation du ventre, D'accord. Merci. Il y a beaucoup de choses déjà à savoir et beaucoup de choses sont un peu plus claires pour les téléspectateurs. Mais on va quand même demander, est-ce que boire beaucoup d'eau peut faire baisser la tension artérielle? Est-ce que boire des potions citronnées peuvent également faire baisser la tension? Parce que vous savez, là d'ailleurs, on se partage souvent des petits secrets comme ça. Lorsque quelqu'un est hyper tendu, tu vas voir un autre là qui va dire, moi je bois souvent de l'eau salée, ou alors je veux dire de l'eau citronnée et puis du coup ça baisse, je bois beaucoup d'eau et tout ça. Est-ce que ces méthodes marchent également?
Oui, en fait, je vais d'abord terminer la dernière question parce que je n'ai pas parlé des médicaments, j'ai juste parlé des mesures génodiététiques, mais la prise en charge de la pression artérielle, l'hypertension artérielle, il y a des médicaments. Il y a des médicaments qu'on appelle des antihypertenseurs qu'il faut prendre selon la prescription médicamenteuse, mais il y a toujours des examens à faire déjà pour rechercher s'il y a des retentissements, s'il y a des facteurs associés, et en fonction de ce que vous avez déjà, il y a des médicaments qui sont préconisés, premièrement. Donc, et maintenant, boire beaucoup d'eau, on ne va pas dire boire beaucoup d'eau va baisser la pression artérielle. Ce qu'il faut comprendre, boire beaucoup d'eau, déjà c'est bon pour le rein, le fonctionnement des reins, parce que le rein est un organe qui est chargé de filtrer. Oui, et de filtrer en éliminant les déchets dont l'organisme n'a pas besoin et tout. Et boire suffisamment d'eau est déjà une bonne chose pour le fonctionnement rénal. Boire des citronnelles et tout, ce que je préconise, ce que je recommande. Du moment où il n'y a pas une contre-indication dans le sens où ça ne va pas augmenter votre pression artérielle, si ça vous détend, si ça vous réconforte, oui, consommez. Mais comment savoir que votre pression artérielle est basse ou elle est normale? C'est de la contrôler. Ce n'est pas le ressenti. C'est pas le ressenti. Généralement, dans le langage courant, vous entendez « oh, j'ai la tension ». Généralement, c'est les signes de colère. Quand vous avez discuté avec un parent, vous êtes en colère, vous avez dit que oui, il m'a donné la tension et tout. Il faut faire attention. Il ne faut pas confondre l'hypertension artérielle et l'expression où j'ai la tension. Parce que je suis dans un contexte d'anxiété, de stress. À ce moment, la pression artérielle peut s'élever. Mais ce ne sera pas considéré forcément comme une hypertension artérielle tant qu'elle n'est pas prise dans des conditions recommandées, tant qu'elle n'est pas dépistée. Pas des conditions, en fait, des éléments bien définis, des examens bien codifiés. D'accord. Il faut faire attention de ne pas dire que vous avez la tension juste parce que vous êtes énervé un tout petit peu. Il faudrait contrôler. Peut-être contrôler fait partie des mesures préventives déjà qu'on va citer. Et puis d'autres mesures pour prévenir avant de sortir. Oui, effectivement, d'autres mesures, comme on a dit, les mesures génodiététiques, l'activité physique régulière, pas de prise de poids, contrôler son poids, ne pas fumer, arrêter de fumer, ne pas consommer de l'alcool, consommer moins salé, c'est-à-dire arrêter de consommer, de mettre et du sel et du cube magique parce que le cube est vraiment très salé et tout, et faire attention. Comme je dis toujours, l'alimentation ne se limite pas à ce que vous ressentez dans la bouche. Oui. Si vous prenez un aliment et que ce n'est pas salé, c'est que ça doit toujours être soit salé, soit sucré et tout, pas forcément. D'accord. Il est doux à votre langue, mais mauvais peut-être pour le corps, pour les parties du corps et peuvent engendrer beaucoup d'autres maladies. En tout cas, merci, docteur Aboubacar, d'être passé sur ce plateau. Peut-être un mot pour sortir aux téléspectateurs, un conseil. Merci déjà pour votre invitation et je pense que je suis toujours disposé à revenir et à conseiller et je pense que c'est ce qu'il faut faire. La prise en charge de l'hypertension artérielle, le dépistage de l'hypertension artérielle est un moyen de prévention. De prévention de quoi? Des complications qui sont irréversibles. Un patient qui a fait un accident vasculaire cérébral, s'il perd la motricité d'un côté de son corps, il ne pourra pas la retrouver. Pas forcément. La majorité ne le retrouve pas. Maintenant, si vous faites une insuffisance cardiaque, vous serez à vie sous traitement. Vous ne pourrez pas revenir en arrière. C'est-à-dire la prévention de ces complications passe par le dépistage précoce de l'hypertension artérielle. Il faut contrôler votre pression artérielle régulièrement. Dès que vous êtes âgé de plus de 30 ans, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, c'est déjà un bon début. C'est-à-dire n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à contrôler votre poids, n'hésitez pas à faire une activité physique régulière, un peu de sport. Évitez consommer moins salé, moins sucré et moins gras. C'est vrai que cette partie, je n'avais pas évoqué depuis le début, mais il y a aussi le taux de cholestérol qui est un facteur de risque important. Donc consommez moins gras, moins salé, moins sucré. Faites une activité physique régulière, ne fumez pas parce que ce n'est pas bon pour votre santé. Et d'accord, vous l'avez compris, de la voix la plus autorisée, il est cardiologue, le docteur Aboubacar Diallo, qui a bien voulu éclairer nos lanternes à nous, fidèles téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis, d'avoir manifesté une fois de plus votre fidélité à ce magazine de la santé. On se voit très prochainement, c'est-à-dire samedi prochain lorsqu'il est 10 h pour une nouvelle sortie de votre programme Santé D'abord. Vous, portez-vous bien, prenez soin de votre santé et surtout, checkez votre pression artérielle tout le temps. C'est un moyen de prévenir cette pathologie. Portez-vous bien, comme je le disais, et bon week-end à tous.